Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun chacune. C'est la journée spéciale mobilité projet jeunes, le forum jeunesse en mouvement. Spécial cette année puisque c'est une édition en ligne. Alors vous pouvez nous retrouver en audio sur le 93.6 et sur le www.radioblv.com et en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio BLV. C'est très simple, vous allez sur YouTube, vous tapez Radio BLV tout attaché et vous tomberez dessus. Vous pouvez aussi passer par le portail ardèche-drôme.infojeunes.fr qui vous permettra d'accéder à toutes les manières de nous entendre. Ce forum est co-organisé depuis 6 ans par Europe Direct Drôme Ardèche. Anna Gasquet est avec nous en studio et Valence Roman Aglo. Et ce matin, c'est Salia Djerbois du Pige de l'Aglo qui la représente. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le forum Jeunesse en Mouvement propose aux jeunes de 16 à 30 ans les 1001 manières de partir à l'étranger. Malgré la crise sanitaire, les co-organisatrices, pourrait-on dire aujourd'hui, ont souhaité maintenir ce rendez-vous à la date prévue du forum. Anna, Salia, qu'en est-il, ou qu'en sera-t-il plus exactement, du forum en présentiel ? Alors le forum en présentiel, on va le maintenir et on espère pouvoir le réaliser début 2021, probablement fin février ou début mars. D'accord. Et alors les partenaires et cofinanceurs, donc je disais que vous êtes co-organisateurs entre l'Aglo et Europe Direct, donc depuis 6 ans, c'est la sixième édition. Les cofinanceurs quels sont les partenaires qui sont là quasiment depuis le début, on peut dire? Oui, en effet. Alors les cofinanceurs, comme tu dis, il y a la CAF de la Drôme et la direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme, en effet, qui nous soutiennent en particulier sur cette action. Mais cette action, c'est aussi très partenarial. C'est une co-construction qu'on a réalisée, comme tu l'as dit, depuis 2015, chaque année, avec une trentaine de partenaires de la mobilité, de l'accompagnement des jeunes en Drôme Ardèche. Et chaque année, on en a même des nouveaux. Alors, je vais peut-être pas les lister tous là maintenant, parce qu'en plus, on va un petit peu les découvrir au fur et à mesure de la journée, au fil des sessions. Mais voilà, on est très nombreux. Il y a des associations, des associations de solidarité internationale, il y a des établissements scolaires, il y a des collectivités, il y a un petit peu... c'est très varié. Et pour Valence Roman Aglo, je parle du Pige, mais il y a aussi le service jeunesse, c'est ça? Tout à fait. Alors donc du coup, nous au niveau du point information jeunesse, on est donc partenaire au niveau du forum jeunesse en mouvement depuis le début. Donc notre particularité, nous, c'est d'accueillir tous les jeunes du territoire pour les informer sur toutes les thématiques et notamment la mobilité en Europe et dans le monde. Voilà. Très bien. Donc, merci Salia. Ce forum, alors c'est une grande première, pour toutes d'ailleurs autour de la table, parce vous allez les découvrir au fur et à mesure, mais on est nombreux autour de la table. C'est une première puisqu'on a cette possibilité donc de nous suivre sur YouTube. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, donc soit directement sur YouTube, soit sur les Facebook de différents partenaires. Voilà. Exactement. N'hésitez pas, on est là aussi pour ça, et on va vous proposer donc 4 rendez-vous sur la journée. Donc maintenant à 11h et à 15h et à 18h. Donc maintenant 11h et 15h, ce sont des sessions d'une 50aine de minutes, et à 18h, ce sera 1h30 puisque ça sera on va dire le pôle le plus non pas le plus important en termes d'importance, mais en tous les cas en termes de volume de contenu d'information possible. Donc 4 rendez-vous qui reprennent les pôles qu'on retrouve en général sur le forum. Donc c'est je commence par, je suis élève ou étudiant ou étudiante, je suis en recherche d'emploi et je m'implique ici ou ailleurs.
Et il est temps justement, eh bien, pour nous de commencer avec cette première session durant laquelle nous aborderons toute l'info pour bien préparer son projet de mobilité, bourse, logement, couverture santé à l'étranger, vie pratique, métier, info sur la mobilité en Europe et au temps du Covid notamment, etc. Alors avant de partir, eh bien, alors je vais commencer par présenter quand même donc ces dames qui sont autour de la table. On a donc Salia, on en a parlé, qui va intervenir tout de suite, avec Myria Durand, chargée de mission mobilité internationale pour CRIJ Aura. Et donc toutes les deux, vous allez nous dire de comment on fait pour bien penser son projet, effectivement, avant de partir. Alors, donc du coup, en fait, c'est vrai que quand on a une idée de départ, il faut déjà se poser la question de se dire quel type de départ on veut. Est-ce qu'on a envie de partir pour travailler, faire un stage, apprendre une langue, ou on a envie peut-être d'aider les autres? Donc il faut déjà définir son mode de départ. Ensuite, c'est vrai qu'il faut aussi se préparer un petit peu dans sa tête, se dire est-ce qu'on est prêt à partir sur une période longue, quitter ses amis, sa famille. C'est des choses qui sont peut-être pas faciles tout de suite, surtout si c'est un premier départ. Donc il faut se poser déjà ces questions au tout début avant de commencer à réfléchir son projet et à organiser tout ce qui va avec, son projet de budget, chercher un logement sur place, trouver des financements par les dispositifs qui existent, que ce soit Erasmus ou autre. Donc voilà, donc vraiment préparer les choses en amont. Et savoir surtout quelle démarche on fait dans ce projet de départ. Tout à fait, oui. Donc en fait, par rapport à ces démarches-là, on peut effectivement se rapprocher du point information jeunesse ou de la Maison de l'Europe ou du CRIJ ou d'autres acteurs du territoire pour effectivement connaître un petit peu où aller, sur quel dispositif, qu'est-ce qui peut aussi en fait à un moment donné motiver un départ par rapport à son projet aussi d'orientation ou professionnelle, ou scolaire, ou de vie. Voilà, donc du coup, nous, au niveau du PIJ, en tout cas, on est là pour éclairer les jeunes qui sont scolaires ou non scolaires sur ces questions-là. Alors, Myria, je t'ai présenté rapidement, donc Myria Durand, chargée de mission mobilité internationale au CRIJ d'Auvergne-Rhône-Alpes. Toi, tu es basée où? Moi, je suis basée à Lyon. D'accord. Le CRIJ est, on va dire, la structure régionale qui coordonne les réseaux information jeunesse sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors, quelles sont les demandes que tu vois le plus arriver? Alors, c'est la boutade, mais en ce moment, c'est quand est-ce que je pourrais partir, surtout. Eh oui. Mais traditionnellement, il y a énormément de demandes qui sont liées. En fait, c'est assez saisonnier. On va dire qu'il y a la partie études quand on s'approche Parcoursup. Quand est-ce que je peux partir, comment je fais pour partir étudier. Quand vient l'été, ça va être comment je peux partir faire un job à l'étranger. Un moment dans l'année, c'est comment est-ce que je peux partir m'impliquer, comment je peux m'engager à l'étranger. De manière générale, il y a quand même un fil rouge, c'est comment je peux partir et me faire aider financièrement et me faire accompagner pour préparer mon départ. Et alors là, pour ces deux pôles, que ce soit le PIJ ou le CRIJ, vous pouvez répondre. Enfin, c'est vraiment la porte d'entrée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors, on est aussi le réseau information jeunesse est aussi labellisé Eurodesk. C'est un label de la Commission européenne qui accompagne les jeunes dans tous leurs projets de mobilité, et on a des partenaires partout en Europe. Qui peuvent aussi répondre plus directement. Par exemple, on parlait de logement tout à l'heure, mais si on cherche un logement en Bulgarie, c'est sûr que ce sera les collègues de Bulgarie qui auront la réponse la plus adaptée. Donc on peut être aussi en lien avec il y a à peu près 1500 informateurs jeunesse, on va dire, en Europe sur ce réseau-là. Quels sont les points sur lesquels vous avez envie vraiment d'insister, on va dire, auprès d'un jeune ou d'une jeune qui se dit, j'ai envie de partir, je sais pas trop où, je sais pas trop comment. Quels sont les premiers conseils que vous lui donneriez? Premièrement, se faire accompagner. Il y a suffisamment de professionnels qui peuvent les orienter au mieux. La deuxième chose, c'est de préparer longtemps. Le temps est important. Il y a une question aussi de temporalité. Parfois, on a envie de partir, mais ce n'est pas le bon moment parce qu'on a des éléments sur lesquels on peut pas agir. Se dire qu'un départ, ça peut être reporté dans le temps,
Mais la préparation est importante. Pour certains départs, il faut au moins 6 mois de préparation entre tout ce qui est administratif et toutes les demandes de bourse, s'il y en a, etc. Donc, se dire que c'est pas du jour au lendemain. Ou alors, si c'est du jour au lendemain, c'est qu'on a une carte bleue assez conséquente pour partir. Je rejoins Myria, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes, c'est un départ, ça se réfléchit, ça se prépare. Donc voilà, pour toutes ces questions-là, que ce soit budget, papier, administratif et même prêt aussi dans sa tête, donc c'est quelque chose qui est important pour tous en tout cas. Oui, mieux vaut reporter un petit peu, prendre le temps, même si la patience n'est pas l'apanage de la jeunesse. En tous les cas, il vaut mieux reporter un petit peu et partir dans le confort plutôt que de façon un peu abracadabrante. Alors, on verra dans la journée qu'il y a aussi parfois des jeunes qui partent comme ça et pour qui ça se passe bien, mais on va dire que ça peut être quand même un peu exceptionnel. Donc, ou alors il faut aimer l'aventure. Il y a aussi le côté de parfois qu'on part comme ça, on peut vivre des événements qui peuvent être durs, etc. Mais l'expérience qu'on a vécue, c'est ce qui va passer en premier. Bien sûr. Pour d'autres, ça va être catastrophique. Et dans ce cas-là, la mobilité aura un mauvais impact. Donc c'est pour ça que la préparation, il y aura suffisamment de petites embûches sur le chemin pendant une mobilité comme pendant la vie quotidienne pour avoir envie de ce qu'on peut préparer à l'avance. C'est déjà des choses sur lesquelles on reviendra pas. Oui, anticiper, c'est de toute façon toujours bien et c'est bien de le conseiller parce qu'encore une fois, là c'est pareil quand on est jeune, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense et c'est normal. Dans toute la partie préparation, il y a aussi un volet santé et on va donner maintenant la parole à Claudia Farnetti de la SMERA et puis toujours Salia et Mira, vous pouvez intervenir aussi. En ce qui concerne ce volet santé, on va dire qu'il y a plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'il y a un volet européen, on va dire, et puis le reste du monde. Oui, peut-être. Effectivement. Bonjour à tous. Merci à tous les organisateurs d'avoir permis le maintien de ce forum au service de la jeunesse en mobilité à l'international, parce que je trouve que c'est une belle chose. Je suis responsable régionale de la SMERA qui est un organisme mutualiste en charge de la protection sociale pour les jeunes et pour les étudiants depuis plus de 50 ans. Et effectivement, le constat concernant la mobilité, je reviens sur les points qui ont été abordés parce que c'est vraiment la préparation. Et en matière de santé, souvent, les jeunes, heureusement, ils sont pour la plupart d'entre eux en bonne santé, donc c'est une chose à laquelle ils ne pensent pas forcément tout de suite. Donc voilà, le premier conseil, je reviendrai sur les conseils, mais le premier conseil, c'est vraiment de se préparer et de mettre la santé dans la liste des choses auxquelles il faut penser. Et pour répondre sur les différents cas de figure, effectivement, il y a 3 principaux cas de figure. Selon si on part dans un pays de l'espace économique européen ou dans un pays qui a signé une convention de bilatéralité avec la France en matière de santé, ou encore dans un autre pays du reste du monde où il n'y a pas d'accord en matière de santé. Concernant l'Europe, vous savez qu'il existe la carte européenne d'assurance maladie, qui est une carte qui matérialise en fait l'accès aux soins dans les pays de séjour de l'Europe. Dans les pays qui ont une convention, il existe également des supports. Ça peut être une carte, comme par exemple pour le Québec, concernant la carte Soleil, ça peut être un autre support conventionnel. Et dans le reste du monde, comme je le disais, il n'y a rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, personne n'est à l'abri d'une urgence. Personne n'est à l'abri d'une intoxication alimentaire, d'une chute, d'une appendicite. Ça, il faut en avoir conscience. Tous les petits accidents qui peuvent nous arriver ici aussi. Tout à fait, à tout le monde et partout. C'est vrai que les jeunes ont tendance à oublier ça, et tant mieux, je dirais, mais quand on part, je reviens à l'anticipation, il vaut mieux, pour anticiper correctement, en être conscient. Et donc, il faut savoir que concernant les tarifs, en Europe, on a vu qu'il y avait la carte européenne d'assurance maladie. Elle permet la plupart du temps l'accès aux soins sans avance de frais. Je dis la plupart du temps parce que on ne sait pas souvent qu'il y a des détails à connaître, et notamment que la carte européenne, elle ouvre l'accès aux soins dans le secteur public. Lorsqu'il s'agit du secteur privé, c'est pas la même chose. Très souvent, on a une avance de frais à faire. Parfois, elle est remboursée
en totalité, parfois pas. Et puis, souvent, en fait, on a accès au privé parce que les délais dans le public sont pas toujours très courts en fonction de l'urgence. Voilà, donc ça c'est important à savoir. C'est la même chose pour les pays sous convention avec la France en matière de santé. Pour le rapatriement, je tiens aussi à dire un mot parce que la plupart des fois les jeunes ont une assurance rapatriement. Elle est souvent obligatoire, mais en fait on ne sait pas ce que c'est. Et on pense, et ça nous est arrivé souvent malheureusement dans les derniers temps avec la Covid, ils pensent que ce sont eux qui décident de revenir. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le rapatriement, en fait, ce sont les professionnels de santé qui décident, selon l'état du patient et le système de soins dans le pays de séjour, du rapatriement. Donc, c'est pas du tout nous qui décidons quand on est à l'étranger. Ça, c'est important à souligner. Donc, un exemple de tarif. En Europe, j'en parle peu parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a une prise en charge. Elle est jamais totale, mais elle existe quand même. Donc, on conseille de s'assurer par ailleurs, en plus de la CEM, mais voilà, c'est pas le reste à charge est moins important que dans le reste du monde. Par contre, si pour ceux qui partent en dehors de l'Europe, je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est une destination ou du Canada, ce sont des destinations assez prisées. Il faut savoir qu'une simple consultation peut coûter dans les 200 €. Et sur ces 200 €, avec la sécurité sociale, on a environ 15 € de remboursement. Et donc, il y a 180 € à peu près qui restent quand même à la charge à chaque consultation de l'étudiant, on va dire, ou du jeune. Donc ça, il faut en être conscient. Et là, il est nécessaire le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est qu'il est nécessaire de s'assurer. En matière de conseils, pour partir en Europe, première chose, demandez votre carte européenne d'assurance maladie auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie, environ 3 semaines avant. Pour choisir l'assurance, l'extension, donc internationale, quelques conseils aussi. D'abord, allez vers un assureur qui rembourse à hauteur des frais que vous aurez réellement engagés. Choisissez un assureur avec lequel vous pouvez communiquer par mail, donc à qui vous pouvez envoyer vos factures en fait par mail. Et puis aussi choisissez un assureur, et ça c'est important et on ne le sait pas souvent, qui vous laisse le libre choix du professionnel de santé et de l'établissement de santé dans lequel vous allez, parce que on sait très bien que quand on a une urgence, on choisit pas ni le médecin ni l'établissement. Donc c'est bien parfois des assureurs qui présentent des conventions, mais c'est pas forcément pour l'étranger le choix à faire. On conseille plutôt de choisir le libre choix du praticien. Voilà. Et je crois qu'on a fait. Merci Claudia de ces renseignements. Une dernière chose, mais oui, très juste rapide. une dernière chose. Donc, il faut se renseigner en amont auprès de nous, auprès des caisses primaires. Et sachez donc que nous avons une assurance qui démarre à 23 € par mois. Et surtout, je conseille aux jeunes de demander à leur établissement de nous faire intervenir. C'est possible pour nous de venir dans vos établissements. On l'a fait à l'ISTM, on l'a fait à l'IUT de Valence, à l'université, au lycée Montplaisir. Donc, demandez et on viendra vous renseigner. Merci. Merci beaucoup Claudia. C'était très renseigné effectivement. Moi je vous propose maintenant tout de suite d'écouter le premier témoignage parce que ce forum jeunesse en mouvement, on aime par-dessus tout, excusez-moi mesdames, mais entendre les jeunes et les retours d'expérience. Donc je vous propose maintenant Camille qui nous a été qui est entrée en contact via vous d'ailleurs Claudia, et Camille qui est partie 1 an en fac en Argentine. Je suis partie en Argentine il y a maintenant 4 ans, dans le cadre de mon cursus à Sciences Po Grenoble. C'était l'équivalent de ma 2e année que j'ai fait donc à l'étranger. Je suis donc partie dans le cadre d'un échange universitaire à l'université de Buenos Aires. Et donc j'ai suivi en Argentine des cours équivalents donc de la 2e année de licence de sciences politiques. Quelles ont été les démarches que tu as dû faire? Est-ce que tout a été pris en charge par l'université? Alors, j'ai dû faire un certain nombre de démarches moi-même. Les seules démarches qui étaient faites par Sciences Po Grenoble étaient les démarches vraiment d'inscription administrative et pédagogique dans mon université. Ensuite, tout ce qui était relatif au visa, tout ce qui était relatif aux frais à la couverture santé, c'est moi qui ai dû faire ces démarches-là. Dans ce cadre-là, par exemple, j'ai dû souscrire à une assurance maladie à l'étranger parce que, sortant du cadre européen, je n'étais pas éligible à la carte européenne d'assurance maladie.
À la fois, ça peut paraître compliqué, notamment parce qu'on est dans un pays latino où les démarches administratives sont parfois un peu plus compliquées qu'en Europe. Et en même temps, disons que toutes ces informations sont très centralisées, notamment sur le site du consulat français en Argentine, où on trouve l'intégralité des informations dont on a besoin pour les démarches, notamment pour le visa, qui sont peut-être les démarches les plus compliquées à faire sur place. Quand tu as fait cette année, donc c'était en 2016, c'était un choix de ta part ou tu as rebondi sur une proposition de l'université? Alors, à Sciences Po Grenoble, le départ à l'étranger en deuxième année est obligatoire, sauf cas de force majeure où l'étudiant peut rester en France. Donc, c'est vraiment ça fait partie intégrante du cursus à Sciences Po Grenoble que de partir en deuxième année à l'étranger. Donc, j'ai profité de cette opportunité-là. Après, le choix de la destination m'est propre. Je voulais partir en Amérique latine et j'ai choisi l'Argentine parce que ça me semblait un bon compromis pour rester un an entre un pays qui dépayse tout en restant dans un certain cadre et un confort qui permettra de passer une année sereine, on va dire. Bien sûr. Et est-ce que tu as trouvé beaucoup de différences entre l'enseignement en France et en Argentine? Oui, énormément. Et je crois que c'est la plus grande richesse finalement de cette année à l'étranger. C'est de se confronter à différents types d'enseignements, différentes façons d'appréhender les sciences politiques dans mon cas. J'ai trouvé qu'il y avait une plus grande proximité entre le professeur et l'élève. Et d'ailleurs, le rapport est beaucoup moins hiérarchisé que l'on pourrait l'avoir en France. Donc, ça donne des espaces de discussion au sein des cours, de débats, de paroles qui sont beaucoup plus libérés, j'ai trouvé, qu'en France. Après, le côté un peu plus négatif, j'ai trouvé que les exigences étaient moindres par rapport à celles en France. Quand tu parles des exigences, c'est en termes de résultats ou en termes de contenu? En termes de contenu, surtout. Comment ça se passait pour toi au niveau de l'hébergement? Alors, j'ai fait les démarches moi-même, même si j'avais quelques propositions de la part de l'université pour être en résidence étudiante. Moi, j'avais envie un peu d'être dans une colocation multiculturelle. Je trouve que c'est aussi l'intérêt d'un départ à l'étranger. Donc, j'ai cherché sur un site, l'équivalent du Bon Coin argentin, des propositions de colocation, et j'ai trouvé donc la colocation dans laquelle je suis restée pendant un an, dans laquelle j'avais ma chambre, avec un couple argentin, un peu plus âgé que moi, d'une 30aine d'années, et une autre française. Ça fait partie de l'expérience générale, j'imagine. Oui, complètement. Alors c'était vraiment intéressant parce qu'ils étaient un peu plus âgés que moi, donc ils avaient ce côté un peu protecteur. Moi j'avais tout juste 20 ans quand je suis partie en Argentine, donc ils avaient ce côté vraiment protecteur, et en même temps ils avaient envie que je vive des expériences sur place, que je connaisse vraiment l'Argentine comme eux la connaissent. Donc c'était vraiment une expérience très 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 enrichissante de faire partie de cette colocation, justement. Avec le recul maintenant, puisque ça fait 4 ans, qu'est-ce qui te reste de plus fort de cette expérience à l'étranger? Les rencontres, se confronter à des cultures différentes de la nôtre, se confronter à un art de vivre différent, et ça permet, je pense, et ça permet toujours aujourd'hui de parfois se décentrer de notre point de vue très français. Moi j'ai étudié les relations internationales, donc je suis aujourd'hui même un doctorat en relations internationales, donc savoir prendre des distances par rapport à notre propre culture, je crois que c'est vraiment l'apport fondamental de cette année à l'étranger. Vous êtes sur Radio BLV, mais vous êtes aussi en direct live sur le Forum Jeunesse en Mouvement, édition en ligne, Forum Jeunesse en Mouvement 2020. On teste plein de choses, et on respire. Justement, on suit le conseil de Gaëlle Faye, et on souhaite qu'on vous permette à toutes et tous de respirer aussi. Pour partir, on est toujours dans la session numéro 1, donc je commence par. Pour partir, il y a différentes formalités administratives. On a vu notamment la partie santé, et on accueille tout de suite Angélique Picard de la DDCS 26
Pour faire un petit point, puisque vous le savez toutes et tous, nous sommes dans une période mouvementée, et donc la Covid, on a l'impression qu'elle nous empêche complètement de bouger. Voilà, on est toutes et tous totalement immobiles, mais non, on peut aussi continuer à voyager en partant de Covid. Mais est-ce qu'il y a des dispositifs, des protocoles particuliers, Angélique? Bonjour d'abord, Angélique. Bonjour Sylvie. Alors oui, il y a quelques dispositions qui ont été prises, notamment par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au sujet de l'envoi et de l'accueil de volontaires. La dernière note d'information que nous avons reçue date du 30 octobre, donc elle est quand même sujette à de nombreuses modifications. Il faut quand même savoir que voilà, tout ça est très mouvant. Et une carte a été établie une carte de l'Europe. Notamment a été établie pour pouvoir déterminer, selon différents critères, quels sont les pays considérés en ce moment à risque au regard de la situation sanitaire et ceux dans lesquels on peut encore circuler sans trop de problèmes. Alors on part particulièrement de recommandations. Donc en ce moment, je ne vous le cache pas, il est recommandé de suspendre bien entendu le déploiement des volontaires dans l'ensemble de l'Europe. Et au regard de la dernière carte que j'ai vue mise à jour là, très très récemment, après le 20 novembre, toute l'Europe est en rouge. Donc c'est un critère qui devrait nous parler. C'est-à-dire que là, on est sur une recommandation de suspension pour tous. Néanmoins, dans certains pays qui ne sont pas indiqués comme tels, où le risque est un peu moindre, et le déploiement de volontaires est possible, sous réserve de posséder une assurance maladie qui couvre le risque Covid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça couvre notamment les frais d'une hospitalisation ou le retour anticipé si la situation sanitaire venait à s'aggraver. Et bien entendu d'être en possession d'un certificat médical qui assure que le volontaire ne présente pas de vulnérabilité particulière à la Covid, puisque comme vous le savez, ce virus touche de manière aggravée des personnes qui présentent un terrain favorable. Comment est-ce qu'on détermine quels sont les pays fermés ou les pays ouverts? Les pays fermés, ça va dépendre de 3 critères. C'est et la situation de l'épidémie sur place, ça vous en doutez, avec un taux d'incidence qui serait supérieur à 100, les conditions d'entrée et de séjour dans le pays, et l'environnement médical local, puisque comme vous le savez, c'est la gestion de l'épidémie qui compte aussi, et si la situation sanitaire globale ou que le système de santé ne permet pas de répondre de manière appropriée à l'épidémie, ça devient très compliqué. Donc le mot d'ordre pour tout ce petit monde, c'est bien entendu de faire preuve d'anticipation, de faire appel à l'association, l'organisme d'envoi pour pouvoir se renseigner au maximum sur les possibilités de rentrer de manière anticipée si on est déjà parti, ou de partir un peu plus tard, de reporter éventuellement un volontariat auquel on a postulé, puisqu'il est toujours possible de postuler à des volontariats, même si la date est décalée dans le temps, vous avez encore la possibilité de candidater sur le pass. Au niveau, est-ce que vous voulez la liste des pays d'envoi ou enfin des pays, parce qu'ils sont tous en rouge en Europe et à l'extérieur, de l'Europe, on a un certain nombre de pays qui sont en rouge aussi aujourd'hui. Donc ça, je sais pas, qu'est-ce que... Peut-être vous qui avez l'habitude des destinations un petit peu chouchou en dehors de l'Europe, est-ce qu'il y a des destinations qui sont demandées en général? On parlait des États-Unis tout à l'heure par rapport à la santé. Est-ce que ça fait partie des destinations choisies? Oui. Alors par exemple pour les États-Unis, qu'en est-il? Pour les États-Unis, aucune idée. Peut-être que Myriam pourra venir me venir en aide sur cette affaire. Généralement, oui, les États-Unis sont des destinations chouchous, mais déjà rien que les conditions d'entrée dans le pays pour y travailler ne sont pas non plus très simples. Et la situation sanitaire est actuellement assez dramatique aussi aux États-Unis. Donc, j'imagine qu'ils font partie des pays où l'envoi est fortement limité. Les pays anglo-saxons en général, même suspendu au Canada, le Canada qui est aussi une destination très prisée des jeunes.
L'Australie en ce moment, aussi, j'ai vu, parce que je suis un petit peu la situation pour d'autres raisons, ils ont quand même suspendu pas mal d'entrées sur le territoire pour éviter d'aggraver la situation sur place, qui est difficile à gérer. Alors, à l'inverse, si on a, s'il y a des jeunes qui sont déjà sur place, il y a là c'est pareil, il y a des choses qui sont mises en place pour des rapatriements ou je ne sais quoi. Oui, normalement. Des accompagnements. Leur assurance est censée pouvoir prévoir ça. Et d'après ce que j'ai eu comme information récemment, notamment avec Roman International, ils ont fait revenir l'ensemble de leurs volontaires sur le territoire. Donc ils gèrent la situation à distance et de manière assez réactive, de manière générale. Oui, et puis en général, les consulats et les ambassades sont quand même vraiment très très à l'écoute des jeunes, et notamment des jeunes, bon, de tous les expatriés, mais là on parle des jeunes, de tous les jeunes qui sont soit en études, soit pour d'autres raisons sur des pays étrangers. C'est vrai qu'il y a une vraie solidarité au-delà même de l'obligation, je dirais, d'accompagnement et de soutien. Il y a une vraie solidarité humaine qui s'est mise en place. Et une grande vigilance, une belle anticipation aussi de manière générale. Il n'y a pas de, je n'ai pas entendu parler de couac particulier. J'ai le cas d'une personne qui était en Inde cette année, qui devait rester encore une année de plus. La situation commençait à s'aggraver sur place. Elle s'est rendue très très rapidement en ambassade, et c'est pas son organisme pour le coup qui a fait le boulot, mais elle a été très réactive. Et à l'ambassade, ils ont décidé de son rapatriement en quelques jours à peine. C'était très rapide. Donc on peut être rassuré sur le fonctionnement et la fluidité du système de ce point de vue-là. Mira, Salia, une des premières démarches administratives, c'est d'avoir bien sûr soit un passeport, de se renseigner, de savoir s'il est nécessaire d'avoir un passeport ou une carte d'identité. Je précise ça peut paraître idiot, mais quand on a 16 ans, on n'a pas nécessairement fait la démarche déjà. Oui, et puis c'est surtout important d'avoir ces papiers-là en cours de validité, voilà, et s'assurer qu'il le soit tout au long de son séjour en Europe ou hors Europe. Bon, c'est vrai qu'en Europe, une carte d'identité suffit pour se déplacer, mais c'est important effectivement d'avoir ces documents-là. Hors Europe, on sait qu'il faut aussi demander un visa, donc il faut se rapprocher des consulats ou des ambassades. Donc c'est aussi effectivement anticiper ces documents qui peuvent aussi prendre un peu du temps. Voilà. Se rapprocher également de ses forfaits, de ses comptes en France. Je pense à la banque, au forfait téléphonique, pour voir comment ça peut se redéployer vers la destination qu'on a choisie, pour éviter de mauvaises surprises. Voilà. Donc voilà un petit peu les conseils. Pour les billets d'avion, c'est vrai que quand on part... On va en parler tout à l'heure. La partie effectivement transport, hébergement. Merci beaucoup Angélique d'avoir été avec nous. On te dit au revoir parce que voilà, c'est plus simple, tout simplement. C'est terrible de dire ça. Non pas qu'on t'éjecte, on aurait été ravis de te garder. En tous les cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et puis bonne continuation à toi. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, effectivement, on parle de toutes ces démarches et des pays, selon les destinations, les démarches ne sont pas les mêmes. Et on va tout de suite entendre un témoignage, un second témoignage. On a la chance d'avoir en studio Lali Chabanis. Bonjour Lali. Bonjour. Alors Lali, toi tu es aujourd'hui en service civique unicité auprès du PIGE notamment. Alors c'est vrai que chaque année dans le cadre du forum, on accueille des jeunes en service civique qui s'occupent d'une partie plus santé. Alors on en parlera. Peut-être on peut le dire tout de suite d'ailleurs parce que vous aviez préparé plein de choses à partager avec les jeunes qui allaient venir visiter le forum. Et du coup, vous avez, je crois, fait une vidéo. Tout à fait. Alors, moi et mes collègues, on a tourné... Alors, parle bien dans le micro, s'il te plaît. Excusez-moi. Moi et mes collègues, on a effectivement tourné un spot qui peut être disponible sur le portail Info Jeunes. Et effectivement, qui va, entre guillemets, résumer
ce qu'on fait aujourd'hui, donc la radio, pour effectivement préparer les jeunes à savoir ce qu'il faut faire de manière administrative et effectivement prendre soin aussi de leur santé quand ils partiront là-bas, se préparer psychologiquement, etc. et physiquement aussi. Pour les confronter un petit peu à ce qu'ils vont faire à l'étranger, comment ça va se passer là-bas, etc. Alors toi, Lali, tu es là pour cette casquette-là, mais tu as d'autres casquettes puisque tu as eu plusieurs expériences de voyage. Tout à fait. Alors moi, j'ai eu la chance de voyager en Europe et hors Europe. Donc je suis partie en Europe, en Espagne, en Italie et en Angleterre. À l'époque, c'était en Angleterre. Et dans quel cadre ? Alors, principalement, il faut savoir que l'Italie et l'Angleterre, c'était des voyages scolaires. Et que tous les autres voyages que j'ai pu faire, donc à savoir le Maroc, et l'Égypte et l'Espagne, c'était dans le cadre familial. Et du tourisme aussi. D'accord. À la même occasion. Mais donc pas seul, à chaque fois c'était soit accompagné, encadré avec l'école, soit dans le cadre familial. Tout à fait. Et alors qu'est-ce que tu as retiré, en tous les cas, qu'est-ce que tu as pu apprendre de ces voyages ? Alors, ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'effectivement, de base, je voulais effectivement rencontrer une nouvelle culture, effectivement, apprendre de nouvelles choses. Et aussi, par la même occasion, faire l'expérience de ce que c'est un voyage, de ce que c'est que les expériences qu'on a, qui nous proposent là-bas, en fait. Et en fait, c'est toute une richesse, toute une culture, toute une nouvelle langue aussi. Hein, y a aussi ces barrières-là. Et effectivement, moi, j'en ai pu tirer que des choses formidables au travers de ces voyages. Est-ce que ça t'a donné envie de partir seule ? Alors oui, prochainement, j'ai d'autres projets de voyage. J'aimerais aller partir en Asie, donc en Inde et au Japon. C'est des voyages qui me font vraiment rêver. Et c'est vrai que il faut avoir le courage et la volonté d'y aller là-bas. Donc ça demande une grosse préparation. Et effectivement, d'y aller toute seule, oui, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas, effectivement, ça me ferait rêver. Et alors là, ça serait plutôt dans quel cadre ? Ça serait toujours aussi du loisir ou... Alors, je pense que ça resterait du tourisme, parce que j'aime beaucoup découvrir. Et c'est vrai que les voyages que j'ai pu faire étaient quand même assez courts. Et pourquoi pas, effectivement, pour ces voyages-là, faire quelque chose de plus long. Pour vraiment découvrir vraiment tout. Effectivement... rencontrer plus de personnes, faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu faire lors de mes précédents voyages qui étaient scolaires, donc c'était beaucoup plus, par exemple, limité, on va dire. Alors c'est vrai ce que tu dis, pour avoir entendu pas mal de témoignages et de retours, quand on voyage seul, ça facilite les rencontres, parce que si on est en groupe, forcément on a tendance à rester un petit peu sur notre groupe et donc à être non pas fermé, même si on est très ouvert. Quand on est seul, ou à deux, c'est plus simple. C'est plus simple pour faire des rencontres sur place en tous les cas. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui ? Alors juste je reviens sur la vidéo. Donc la vidéo, on la retrouvera sur la chaîne YouTube de Radio BLV, puis on peut la retrouver, j'imagine, sur le portail Ardèche Drôme Info Jeune, donc prochainement, on espère, donc voilà. Et puis sur la page Facebook, j'imagine que ça va être aussi partagé. Une dernière chose, qu'est-ce que tu donc toi tu es parti, à la fois tu t'impliques, donc ce sont des thèmes qu'on va retrouver au fur et à mesure de cette journée. Qu'est-ce que tu trouves, toi, à cette implication, justement, au service civique, par exemple ? Alors, tout simplement, après mon bac, effectivement, je suis partie avec rien. Donc, j'ai pas suivi d'orientation. C'était soit un BTS, soit une école d'art, et je voulais pas de ces orientations-là. Et effectivement, je me suis retrouvée dans une année de blanc. Je ne supporte pas d'être inactive, et c'était aussi pour me rendre utile à la société, parce qu'effectivement il y avait ce désir aussi de toujours rester active et effectivement de trouver quelque chose qui va être un tremplin pour avoir effectivement une formation par la suite.
Et effectivement, voilà, comme je suis dans Repères Santé et Famille en Harmonie, on a l'occasion justement d'aller démarcher auprès des lycées et des collèges pour tout simplement leur faire de la prévention. Donc ça peut être sur la santé en général, leur faire poser des questions sur la sexualité par exemple, sur le tabagisme, sur le harcèlement, toutes sortes de sujets. Et effectivement, à côté de ça, on a une seconde mission qui s'appelle Famille en Harmonie. Et effectivement, on va une fois par semaine pendant 2 heures chez des familles qui sont en situation de handicap pour effectivement qu'elles sortent de l'isolement et leur proposer des activités. Voilà. D'accord. Et donc ça permet aussi une respiration après le bac, avant une orientation finalement, de se dire je me pose pendant 1 an et je grandis, je fais d'autres expériences que l'expérience de la scolarité pour pouvoir faire un choix. Vous avez beaucoup de jeunes comme ça que vous rencontrez qui souhaitent partir après leur bac? Depuis que, on va dire, entre guillemets, l'année de césure s'est démocratisée, ça veut dire que ça a rendu possible le fait de pouvoir faire une pause dans sa scolarité pour réfléchir. Il y a énormément de jeunes qui ne savent pas quoi faire après le baccalauréat et qui on leur demande des choix tellement rapidement, tellement jeunes. Et on préconise pas forcément l'essai, peut-être la réorientation. C'est une année gâchée entre guillemets, c'est pas ce que je pense, mais donc le fait de pouvoir s'arrêter et de faire une expérience qui est complètement à l'opposé de ce qu'on fait dans le quotidien, ça permet aussi de reposer les questions, en tout cas d'enlever tout ce qu'on veut pas faire. Ouais. C'est pareil, là on va le voir au fur et à mesure de la journée, parce qu'on a d'autres témoignages qui sont aussi du même, en tous les cas qui ne vivent pas la même expérience, mais qui sont aussi un peu de rupture et qui permet, ce qui permet de rebondir. On a parlé très rapidement tout à l'heure. Tu parlais tu étais allé tout de suite sur le transport. Et oui, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que c'est important d'anticiper là aussi, parce qu'on a parlé de plein de choses, et il y a un aspect budget qui est vraiment loin d'être anodin. Mira, tu disais que c'était une des premières raisons aussi pour lesquelles les jeunes venaient en disant je cherche des aides, etc. Est-ce que là c'est pareil, quel conseil vous donneriez par rapport au logement, par rapport au transport? Alors au niveau du logement, c'est vrai qu'en termes, il faut aussi voir si on part pour une courte durée ou une durée beaucoup plus longue. C'est vrai que sur les courtes durées, souvent dans les pays, on a souvent les auberges de jeunesse ou les hébergements chez l'habitant. Après, sur des périodes plus longues, il vaut mieux peut-être s'orienter vers de la colocation. Mais bon, après, s'orienter aussi vers le réseau Eurodesk pour avoir les structures locales qui peuvent effectivement être conseils et apporter des solutions, on va dire, fiables aussi sur place. Au niveau de tout ce qui est transport, bien sûr, il faut anticiper, voir si les dispositifs n'apportent pas, parce que vous avez des dispositifs qui peuvent accompagner sur le billet. Donc, du coup, le jeune n'a pas à débourser son transport. Je pense au Corps européen de solidarité, par exemple. Mais il y en a d'autres où il va falloir penser son moyen de transport. Et là, il faut aussi l'anticiper, pouvoir bénéficier de tarifs avantageux. Oui. Donc ça, c'est important aussi. Oui, c'est bien de préciser qu'effectivement, c'est toujours pareil. Au plus on anticipe et au plus on va être confortable à tous les niveaux. Et puis parfois aussi, aller voir. Et là, c'est pareil. Je pense à un témoignage qu'on entendra en fin d'après-midi, où parfois on pense à l'avion, et quand on commence à regarder un petit peu autour, on a des solutions qui sont beaucoup moins onéreuses, parfois un peu plus longues, mais là c'est pareil. Ça fait partie du voyage. Et puis des solutions parfois un peu plus vertes aussi que de prendre l'avion. Et on est bien d'accord, Mira. Et notamment, il y a le pass Interrail. Tout à fait. Donc, le pass Interrail permet d'emprunter le train dans 33 pays, que ce soit en Europe ou hors Europe, parce qu'il y a la Turquie aussi, où on peut effectivement voyager. Et c'est vrai que ce pass vous permet, en fait, une fois que vous l'achetez, quand vous êtes jeune, vous avez un tarif préférentiel et vous pouvez justement après prendre que votre sac à dos et partir avec, sans vous soucier effectivement de se dire si je suis par exemple en Italie, que je veux partir en Allemagne, du coup avec votre billet, vous pouvez voyager tout simplement. Ça c'est quand même assez formidable. Le permis de conduire, qu'on passe en France, est-ce qu'il est valable de partout dans le monde ?
Non, il n'est pas valable de partout dans le monde. En fait, on peut conduire. On a en général 3 mois. Si on s'installe sur du long terme, il vaut mieux aller voir les autorités compétentes pour peut-être faire une équivalence, en sachant qu'on peut demander un permis de conduire international auprès de la préfecture, c'est gratuit. D'accord. Mais il n'est pas forcément, toujours sur du long terme, il n'est pas forcément reconnu dans tous les pays du monde. Il faut juste savoir qu'ils ont d'autres méthodes. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur le pass Interrail, c'est parce que c'est quelque chose qui concerne que les jeunes qui ont 18 ans dans l'année. D'accord. Il y a un dispositif qui s'appelle Discover EU, c'est un dispositif de la Commission européenne qui permet à un jeune de bénéficier de ce pass Interrail et de partir voyager gratuitement. Il a le pass en Europe. D'accord. Et c'est que pour les jeunes qui ont 18 ans dans l'année. Voilà. D'accord. Donc être bien prudent sur le sujet, et puis il suffit d'aller à la SNCF et puis de se renseigner. Non, alors il faut juste aller. Il y a un site spécifique qui s'appelle Discover EU. Ok. Et qui justement il y a pas mal de témoignages de jeunes qui en ont déjà bénéficié et qui racontent leur périple, etc. Chouette. Ben voilà, donc ça fait partie des choses que vous retrouverez, des liens de toute façon que vous retrouverez, parce que c'est effectivement fort intéressant. Tu parlais de la pratique par rapport au permis de conduire européen. Ça nous montre que selon les pays, il y a des pratiques différentes, il y a des cultures différentes, et que c'est pas parce qu'on arrive dans un pays où on a l'impression de connaître qu'on a les codes. Et souvent les codes sont différents, quand bien même on part pas si loin que ça, où on a l'impression de se dire, on part en Italie, on se dit c'est à côté, et c'est peut-être à côté, mais c'est voilà, chaque pays a ses pratiques, encore une fois, et ses différences culturelles. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Parce que ça c'est pareil, parfois on l'anticipe pas nécessairement, et ça contribue au fait que ça se passe bien ou mal parfois à l'arrivée. Dans la préparation du voyage, il y a cette préparation à l'interculturalité qui est nécessaire. Alors quand je dis interculturalité, ça peut être très proche. Moi, je viens de Lyon. Quand je viens à Drôme, on est déjà dans une autre culture. On le rencontre partout. Et c'est vraiment se rapprocher. Il y a pas mal d'associations culturelles, franco quelque chose, qui ont des natifs du pays et qui ont des gens qui adorent ce pays. Se rapprocher de ces assos pour voir un peu comment ça se passe, s'interroger. Se familiariser un peu avec la langue du pays en regardant des vidéos sur la langue. Mais c'est très important de s'y préparer aussi, parce que même en Europe, on est très proche, et pourtant, on a des façons de fonctionner différentes qui peuvent plus ou moins heurter si on s'y est pas préparé. Oui, ça peut être vraiment des choses très de base, on va dire, et des manières de dire bonjour ou de se saluer. Pour nous, c'est tout à fait naturel, et selon les pays, ça sera très mal pris, et parce qu'il y a des pratiques différentes, tout simplement. Il suffit juste de se documenter, Voilà. d'avoir l'humilité aussi peut-être de dire on n'est pas on doit apprendre aussi, et on part à la rencontre. Donc partir à la rencontre, c'est aussi justement découvrir d'autres manières de fonctionner. On arrive au terme de ce premier de cette première session donc du Forum Jeunesse en Mouvement. Anna, tu veux rajouter quelque chose? Je trouve que ça a été des témoignages super intéressants, et puis voilà, en effet, comme vous l'avez vu, pour ce qui est de la préparation, il y a pas mal d'éléments auxquels penser. L'anticipation, ça permet du coup de penser à tout tranquillement, sans s'affoler, et puis surtout de ne pas hésiter à contacter tous ces professionnels dont on a parlé, ces différents sites, parce qu'il y a plein de différents conseils. Il y a aussi pas mal de blogs, de sites de Facebook, de communautés, de jeunes qui sont partis à l'étranger, qui donnent plein de conseils, et ça, c'est vrai que c'est le top, quoi. Alors effectivement, c'est anticipation, préparation. Je crois que c'est vraiment le maître mot. On se retrouve donc tout au long de la journée. La prochaine session, c'est à 11h, et ça sera autour des études. Voilà, donc au sens le plus large du terme. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir été là.
Vous retrouverez bien sûr les podcasts, le podcast de l'émission sur radioblv.com. Vous retrouverez la vidéo puisqu'elle est enregistrée, elle sera sur YouTube. On se retrouve, je suis en train d'oublier quelque chose, je ne sais plus. On se retrouve à 11h donc. Oui, et maintenant on va faire une petite pause musicale et ensuite on va vous proposer, là c'est pareil tout au long de la journée, de retrouver des émissions Innov Jeunes qui sont des émissions qui mettent en lumière des projets jeunes, donc réalisés par des jeunes, mais là par contre pour le coup, enfin pas que sur le territoire d'ailleurs, à terme ça sera aussi sur l'étranger, et qui sont soutenus par la CAF de la Drôme. Donc ça sera après la pause musicale. Je tiens à remercier énormément Jérémy et Karina. Jérémy sans qui la technique n'existerait pas, voilà, et qui nous a permis de pouvoir avoir un fonctionnement confortable, et Karina qui, pareil, nous soutient et dans l'organisation de cette journée. Merci beaucoup à vous toutes et à tout à l'heure.